Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve pour le débrief de l'UFC 310 et notamment le combat qui a opposé Cyril Gane à Alexander Volkov, le rematch. Cyril Gane s'est imposé à la décision partagée face à Alexander Volkov et je vais pas vous mentir, moi la première réaction que j'ai eue, et je l'ai d'ailleurs tweeté, c'est que j'ai directement pensé à un vol. Je voyais Alexander Volkov repartir de cette UFC 310 avec une victoire, qu'elle soit sur décision partagée ou sur décision unanime, mais je voyais en tout cas le Russe repartir avec la victoire. Alors évidemment c'est une réaction à chaud, peut-être, j'ai pas l'impression, mais peut-être que je vais changer d'avis quand je vais revisionner le combat à froid, peut-être demain. Mais à première vue, franchement, j'estime qu'Alexander Volkov en a fait suffisamment, en a fait assez pour être déclaré vainqueur à la décision. Alors c'est vrai que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas du tout un combat comme le premier. C'était principalement du striking le premier combat. Et comme à son habitude, on connaît Cyril Gane, on connaît ses qualités, très léger sur ses appuis, des déplacements, des mouvements, un très bon fight IQ en striking. Beaucoup plus de rapidité, de vivacité par rapport à Volkov, et donc il s'est imposé à la décision assez logiquement, même si lui-même le dit. C'est vrai que Volkov a été le premier combattant à ce stade de sa carrière à l'avoir touché autant, notamment avec les low kicks. Mais Cyril Gane, là c'était vraiment unanime pour le coup, s'est imposé et a surclassé Alexander Volkov. Alors je pense aussi que Volkov, pour ce deuxième combat, il a perdu un petit peu de poids par rapport au premier. Peut-être que je me trompe, mais c'est en tout cas mon impression. Il est arrivé à 111 kg, donc quasiment le même poids que Cyril Gane, parce qu'il voulait être vif, parce qu'il savait que Cyril est certainement le poids lourd le plus vif et le plus rapide en striking dans la catégorie du coup. Il a voulu compenser cette peut-être lenteur qu'il a trouvé qu'il avait au premier combat en perdant un petit peu de poids. En tout cas, il était très en forme et c'est ce que je disais avec Movsar lors de notre analyse et pronostic. Mais Volkov, depuis ses 4 victoires consécutives, dont une contre Sergei Pavlovich, je pense qu'il a progressé. Je pense pas qu'on puisse dire que Cyril Gane, depuis le premier combat contre Volkov, il a vraiment progressé, honnêtement. Je trouve même qu'au premier combat, il était dans de meilleures dispositions, en tout cas d'un point de vue psychologique et mental, parce qu'à l'époque, il était invaincu. Il roulait absolument sur la concurrence, alors que avant ce rematch, il a perdu contre Francis Ngannou et John Jones, qui sont des sacrés clients. Mais d'un point de vue psychologique, encore une fois, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour Cyril Gane, qui est décrié, qui est très critiqué par le public français. On sait que le public français est peut-être l'un des plus difficiles au monde, parce que quand vous gagnez, vous êtes le meilleur, et quand vous perdez, vous êtes une grosse M. Et je ne vais pas compléter le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça c'était peut-être, on va dire, j'ai dressé le décor pour parler de ce rematch. Je vous le disais, qui était vraiment très différent par rapport au premier combat, parce qu'on a vu énormément de séquences au sol. Avec Volkov qui a essayé de mettre la pression et cadrer Cyril Gane. Il me semble que c'est lui qui a initié la première amenée au sol. Cyril Gane a réussi à se relever relativement facilement, on va dire. Cyril Gane a lui-même tenté et réussi des amenées au sol. Premier round en tout cas, grâce à son striking, et justement ce que je disais, ce qui lui a fait gagner le premier combat, c'est ses déplacements, le fait qu'il soit léger sur ses appuis, qu'il soit plus rapide, plus vif, plus technique et plus intelligent debout. C'est ce qui fait gagner le premier round à Cyril Gane. Deuxième round, honnêtement, j'ai été surpris par le striking de Volkov. Il a toujours continué à mettre la pression, marche en avant pour le Russe Drago, comme on le surnomme. Et pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que je me souviens, c'est Alexander Volkov qui met les coups les plus significatifs, notamment le coup de poing retourné, qui était vraiment surprenant et qui a réussi à toucher Cyril au niveau du visage. Ah oui, ce que j'oublie de dire, c'est qu'il me semble aussi avoir entendu Cyril Gane se plaindre d'avoir cassé son orteil après le premier round. Donc quand il est sur sa chaise et que Fernand Lopez lui donne les consignes, je pense avoir entendu Cyril Gane dire qu'il s'était cassé l'orteil. Donc dès le premier round. D'ailleurs, c'est ce qu'il a confirmé ensuite en interview post-victoire à Joe Rogan. Il dit qu'il s'est cassé le pied, ou en tout cas il s'est cassé l'orteil, et que ça l'a considérablement gêné, notamment dans ses déplacements. On peut l'imaginer, hein. Les gens vont peut-être rigoler, se moquer de Cyril Gane, mais un orteil cassé, ça fait extrêmement mal, et dans un combat, ça peut vraiment peser dans la balance. C'est peut-être ce qui explique pourquoi Volkov s'est montré pas plus entreprenant, parce qu'il était aussi dans le premier round, mais en tout cas plus précis. Encore une fois, j'ai vu que certains n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, mais pour moi, le deuxième round, c'est pour Volkov, parce que des deux, c'est lui qui met les coups les plus significatifs.
Troisième round, comment scorer autrement le troisième round qu'en le donnant à Alexander Volkov? Alors certes, c'était un round très ennuyant, soporifique. Ils étaient tous les deux dans la même position pendant toute la durée du combat, enfin du troisième round plutôt. Je pense que j'entends Fernand Lopez glisser à Cyril Gane l'idée de tenter une Kimura sur Volkov. Volkov qui est en position dominante, Cyril Gane au sol, qui essaie de se défendre tant bien que mal. Pas énormément d'activité, mais position dominante de Volkov, plus d'activité aussi parce que c'est lui qui met des coups en grande pente. Cyril Gane n'en a pas eu l'occasion vu qu'il était dos au sol dans une position très très défavorable. Comment scorer ce troisième round autrement qu'en le donnant à Alexander Volkov? Donc pour moi, premier round Cyril Gane, deuxième round, troisième round Alexander Volkov. Je m'attendais donc à une victoire pour Volkov et au final c'est une victoire pour Cyril Gane sur décision partagée. Ce que j'aimais avec Cyril, c'est qu'il est lucide, il est honnête avec lui-même. On a senti d'ailleurs, vous avez vu à la fin du combat, Volkov qui se lève directement les bras en l'air et Cyril qui reste allongé au sol pendant 4 ou 5 secondes. Non seulement parce qu'il était blessé, visiblement, mais aussi, et j'en suis convaincu, je ne suis pas dans sa tête, mais je suis convaincu en tout cas qu'il savait qu'il avait perdu ce combat. À l'annonce de sa victoire, il n'a qu'une envie, c'est de quitter la cage. Il a envie de quitter l'octogone, il n'a même pas envie de parler à Joe Rogan. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans sa tête, mais je suis... En tout cas, c'est sûr, il l'a dit, il est très déçu de sa prestation. Mais en plus de cela, je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il ne méritait pas la victoire. Réaction à chaud, peut-être que je vais changer d'avis dans les prochaines heures, je ne pense pas. Mais en tout cas, je préfère être honnête et transparent avec vous. Je vous dis ce que j'en pense, je vous dis ce que j'ai vu pendant le combat. Et pour moi, Cyril Gane ne mérite pas la victoire. Et j'allais dire, bah oui, Volkov mérite... Enfin, Volkov s'est fait voler. Peut-être que le mot voler est un petit peu fort. Mais en tout cas, il aurait dû repartir avec la victoire. C'était pas une prestation de fou de Volkov non plus. Mais il en a fait assez pour être déclaré vainqueur. Ce qui est dommage avec l'UFC, c'est qu'on a pas mal de décisions de ce genre qui mettent en avant, ou plutôt qui satisfont l'UFC et qui satisfont le combattant le plus bankable. Évidemment qu'entre Cyril Gane et Volkov, le plus bankable, le plus populaire, bah, c'est bon gamin, de loin. Un combat entre Thomas Spinal et Cyril Gane, c'est beaucoup plus bankable qu'un combat entre Thomas Spinal et Alexander Volkov. D'autant plus qu'ils se sont déjà affrontés, Volkov et Thomas Spinal, ce qui n'est pas encore le cas pour Cyril. Il y a un UFC Londres en mars qui est prévu. Alors certes, les gens vont me dire quoi? Les gens vont me dire que c'est un Fight Night. Mais qui nous dit que ce ne sera pas finalement un UFC numéroté? Il me semble qu'il y a un UFC Londres ou un UFC Manchester. Je pense que c'était plutôt l'UFC Manchester qui s'est fait cette année, qui à la base, si je ne dis pas de bêtises, était prévu pour être un Fight Night et au final c'est devenu un événement numéroté. On a eu Bilal Mohamed vs Leon Edwards. Donc qui nous dit que par hasard l'UFC ne ferait pas d'un UFC Londres un événement numéroté et pas un Fight Night en mettant Thomas Spinal vs Cyril Gane si Thomas Spinal défend une nouvelle fois sa ceinture intérimaire vu que John Jones prend en otage la catégorie, si entre-temps c'est vrai qu'un Thomas Spinal finalement vs John Jones ne se fait pas. Tout est possible à l'UFC, on le sait, on a déjà vu ce genre de cas de figure. Mais ce qui est sûr, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que Volkov aurait mérité de se voir attribuer la victoire à la décision, que Cyril Gane s'en sort bien? Moi personnellement, je pensais que Cyril allait nous réaliser, allait ressortir de ce combat avec un finish en contrant Volkov. Ça n'a pas été le cas. Alors certes, il s'est blessé, mais après, dans des combats, tout le monde se blesse, ou presque, j'ai envie de dire. Donc il ne faut pas se chercher d'excuses. Je ne pense pas que Cyril se cherche des excuses en disant qu'il s'est blessé. Il est juste totalement honnête et transparent. Tant mieux pour lui, il ressort avec une victoire. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'il n'était pas actif. Peut-être qu'il y a aussi eu une part de ring rust. C'est vrai qu'il a 34 ans, il n'a pas 25 ans, Cyril. Pour un poids lourd, 34 ans, c'est pas non plus vieux, mais c'est pas non plus jeune. Je me demande aussi si Cyril Gane affronte Thomas Spinal, ce que ça va donner. Pour moi, Thomas Spinal, je le donne même vainqueur contre John Jones. Alors contre Cyril Gane, il est trop complet pour moi le Britannique. Il est vraiment puissant, explosif, il est en pleine confiance. Donc à voir. Évidemment, ça reste du MMA, ça reste la catégorie des poids lourds. Tout est possible. Mais j'ai été effectivement très déçu de la prestation de bon gamin. J'ai envie aussi de vous parler du co-main event entre Shavkat Rakhmonov et Ian Gary. Parce qu'au moment où j'enregistre ce débrief, Pantoja affronte Asakura.
Shavkat Rakhmonov et Etienne Gary, je m'attendais à ce genre de combat. Je savais que ça allait pas être du grand spectacle parce qu'on a là deux combattants invaincus, deux combattants talentueux. J'aime pas du tout Yann Gary. Pour sa personnalité, je le trouve arrogant, je le trouve hypocrite, je le trouve... Enfin bref, je ne suis pas fan du tout de la personnalité de Yann Gary. Par contre, force est de constater qu'en tant que combattant, il est quand même talentueux. On l'a vu arrêter la majorité des amenés au sol de Shavkat. Sur le striking, il est largement plus technique et agréable à voir que Shavkat qui se repose principalement sur sa puissance. Il est très peu orthodoxe, Shavkat Rakhmonov en striking, il est très brouillon, mais il est dangereux. C'est un combattant dangereux qui a une telle puissance qu'il suffit qu'il vous touche une fois pour vous coucher. Ça c'est sûr, indéniable, on lui retire pas. Donc je m'attendais à ce genre de combat avec deux combattants qui allaient comment on appelle ça, se neutraliser en quelque sorte, se respecter. C'était vraiment un jeu d'échecs dans les premiers rounds. Troisième round, net et sans bavure en la faveur de Yann Gary, sinon la majorité de l'ensemble des autres rounds. Ah oui, le cinquième aussi en la faveur de Yann Gary qui aurait peut-être pu soumettre même Shavkat Rakhmonov, ça aurait été complètement fou. Mais globalement, Shavkat a dominé avec son travail contre la cage, ses clinches, avec ses nombreuses tentatives d'amener au sol qui dans le quatrième et cinquième round, non, surtout dans le quatrième round, a fini par payer en fait ce travail de tentative d'amener au sol. Je pense que c'est sur une single leg qu'il arrive à amener et maintenir Yann Gary au sol. Il le travaille en ground and pound. Cinquième round, il arrive à amener Yann Gary au sol, mais Yann Gary parvient à renverser la tendance et au final, il prend le dos de Shavkat. Tentative d'étranglement arrière, mais Shavkat ne se laisse pas soumettre. Première fois que Shavkat, qui remporte donc le combat sur décision unanime, ne décroche pas un finish. Il a 19-0, il est invaincu, 18 finishes et une victoire à la décision. C'est logique, il n'allait pas mettre que des finishes. Arrivé au très haut niveau du MMA, forcément, ça va devenir de plus en plus compliqué de finaliser ses adversaires. Mais Yann Gary, franchement, autant je ne l'aime pas en tant que personne, même si je ne le connais pas personnellement. Mais en tout cas, en tant que combattant, il a du potentiel, il a un très bon striking, il est plutôt intelligent, il progresse dans sa défense des amenés au sol. Franchement, j'ai été plutôt surpris de ce qu'il a produit contre Shavkat. Après, honnêtement, je ne pense pas, à ce stade-là, que Shavkat peut renverser Bilal Mohammad. Évidemment, je peux me tromper parce que, comme je vous l'ai dit, Shavkat a de la puissance à revendre. Il suffirait vraiment qu'il touche une fois Bilal Mohammad pour peut-être le mettre KO. Le soumettre, je ne pense pas, mais le mettre KO, je pense qu'il a des chances. Le truc, et je m'en suis aperçu sur Twitter parce que j'ai dit que, au vu de ce que j'ai vu de Shavkat ce soir contre Yann Gary, j'ai pas l'impression que Bilal Mohammad a du souci à se faire, même si évidemment Yann Gary n'est pas Bilal Mohammad, c'est deux styles différents. Mais je pense que de nombreuses personnes qui suivent le MMA continuent de sous-estimer Bilal Mohammad, qui est extrêmement complet. Oui, c'est pas le combattant le plus spectaculaire qui soit, on est totalement d'accord, c'est une machine à décision, mais il est très solide. On l'a vu contre Leon Edwards, il est extrêmement solide, il a une très bonne lutte, son anglaise progresse, il est très intelligent, il a de l'expérience. Pour moi, honnêtement, Bilal Mohammad est devant Shavkat Rakhmonov, mais ce n'est pas une science exacte, c'est du MMA, et évidemment, je peux me tromper, mais en tout cas, la suite logique, normalement, c'est de voir Shavkat Rakhmonov affronter Bilal Mohammad pour la ceinture chez les Powelter. Je pense avoir été complet. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de mon débrief dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Cyril Gane mérite-t-il sa victoire? En tout cas, voilà ce que je pouvais dire concernant ces deux combats qui m'intéressaient dans cette UFC 310. Prenez soin de vous et à la prochaine pour un nouveau débrief.